situation est un peu plus complexe, puisqu'on est face à quelqu'un qui a des apnées modérées, mais pas de somnolence diurne, un facteur de risque cardiovasculaire en tout cas qui est son hypertension. Alors, est-ce qu'il faut le traiter ou non? Je crois que le docteur Barouin a déjà traité en partie de cette problématique, mais ici, on peut-être espérer diminuer légèrement la tension artérielle de 2-3 mm de mercure dans cette situation chez un patient non somnolent. Mais voilà, ça justifie en soi un traitement. Est-ce qu'il faut se baser uniquement sur cet IH pour décider de traiter? Alors, c'est là qu'on peut se poser des questions, puisque on sait qu'un IH de plus de 15 peut se retrouver très fréquemment, surtout chez les hommes de plus de 45 ans, ce qui était le cas de notre patient. Ça, c'est l'accord Ticnolos, c'est à Lausanne, et on voit que 49% des hommes pris au hasard avaient déjà un IH à plus de 15. Donc on ne peut pas traiter, c'est clair que la moitié de la population de plus de 40 ans, enfin chez les hommes en tout cas, et 23% de la population féminine de plus de 40 ans. Si on a la somnolence, c'est clair que là, ça réduit considérablement cette population et ça vaut la peine, je pense, d'essayer un traitement en tout cas pour voir s'il y a un lien avec les apnées du sommeil, puisqu'on est quand même dans des valeurs beaucoup plus basses. Mais si on n'a pas de somnolence, ça représente quand même une grande proportion de la population. On sait aussi que l'IH en soi est de plus en plus remis en question. L'IH, c'est quand même à la base de la définition ICSD-3 des apnées du sommeil. Et ça a été développé à l'époque où il n'y avait que des enregistreurs en papier. Vous voyez ici Bill Dement, qui travaillait aussi avec Guy Léminot, qui ont défini justement ces apnées du sommeil, les hypopnées aussi. Et le mieux qu'on pouvait faire à l'époque, c'était vraiment de prendre un stylo et puis de compter le nombre de baisse de la respiration, de diminution de la respiration ou d'apnée tout court. Et à l'époque, on ne pouvait rien faire de plus. Et de plus en plus, cet IH est remis en question. Vous avez plusieurs articles qui disent, mais voilà, c'est peut-être pas forcément la meilleure manière d'évaluer les apnées du sommeil, mais c'est tellement entré dans nos gènes maintenant, c'est tellement entré dans les normes, dans les recommandations, que c'est difficile de s'en passer, mais ça peut être trompeur. Donc là, je vous montre deux situations cliniques, deux petites parties d'enregistrement. À gauche, vous avez une personne qui fait des hypopnées relativement modérées, avec parfois des désaturations, parfois pas de désaturation. Et à droite, vous avez des apnées relativement longues, avec des fortes désaturations. Donc si vous pouviez traiter qu'une seule personne, est-ce que vous traiteriez plutôt la personne de gauche ou la personne de droite? Alors, personnellement, je traiterais plutôt la personne de droite, mais si on se fie strictement à l'IH, vous voyez que la personne de gauche serait censée avoir des apnées du sommeil plus importantes que la personne de droite, ce qui ne semble clairement pas le cas. Pourquoi? Parce que l'IH ne parvient pas, n'inclut pas toute la complexité des apnées du sommeil, ça n'inclut pas la durée, la désaturation. Vous voyez ici une activation autonomique extrêmement importante aussi, avec une fréquence cardiaque qui augmente, peut-être même quelques arythmies à la fin de ces apnées très hypoxémiantes, ce qui n'est probablement pas le cas chez la personne de gauche. D'où justement l'intérêt de développer de nouveaux marqueurs qui permettent de mieux évaluer ces événements respiratoires et leur complexité plutôt que de simplement les compter pendant la nuit. Donc vous avez ici un petit bout de tracé avec une hypopnée, des apnées. Vous voyez que c'est plutôt des efforts, enfin, des phénomènes obstructifs. Et vous avez ensuite, alors, ce qu'on appelle la charge hypoxique, vous en avez beaucoup entendu parler ces derniers temps, le hypoxic burden, qui permet justement d'évaluer l'importance de la désaturation et pas uniquement de compter le nombre de chutes d'oxygène. Et c'est vraiment l'air en dessous de la courbe de cette désaturation d'oxygène. Vous avez ensuite ce qu'on appelle le delta heart rate, donc c'est l'augmentation de la fréquence cardiaque à la fin des apnées qui correspond à l'activation autonomique. Et finalement, le Pulse Wave Amplitude Drop Index qui est basé sur l'oxymètre, plus spécifiquement l'aspect photoplétismographique de l'oxymètre, qui permet de voir justement la réactivité vasculaire en réponse à ces événements. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Donc c'est important d'avoir ces nouveaux marqueurs. Là, on va essayer de voir petit à petit ce qu'il veut dire, comment est-ce qu'on les mesure, et puis est-ce que ça va nous aider à traiter nos patients. Donc le hypoxic burden ou charge hypoxique, je pense que vous le connaissez maintenant, l'unité c'est le pourcentage minutes par heure de sommeil. Donc l'algorithme a une fenêtre de recherche à la fin des événements respiratoire et il regarde dans cette fenêtre de recherche quelle est l'importance de la désaturation et mesure l'air sous la peau. Et donc, si on a une charge hypoxique de 40
pourcentage minutes par heure, ça équivaut à 20 minutes par heure de sommeil avec 2% de désaturation, mais ça peut aussi être 10 minutes avec 4% de désaturation ou 5 minutes avec 8% de désaturation par heure de sommeil. Donc ça, c'est l'unité qui est utilisée. Ça a été relativement bien étudié, puisqu'il y avait 2 études initiales qui se sont intéressées à ça. Une étude chez les hommes ostéoporotiques aux États-Unis, donc plus de 2700 hommes de plus de 65 ans qui ont eu des polysomnographies, un suivi de 10 ans en termes de mortalité et de mortalité de toute cause et cardiovasculaire. Et puis la Sleep Heart Health Study, que vous connaissez aussi, plus de 5000 hommes et femmes de plus de 40 ans qui ont également été suivis pendant plus de 10 ans. Donc voilà ce qu'ils ont trouvé. Vous voyez que plus la charge hypoxique est importante, plus la mortalité cardiovasculaire est importante aussi. Ceux qui sont au 4e ou au 5e quintile, donc plus de 30 ou plus de 50 de hypoxic burden, étaient clairement plus à risque de mortalité cardiovasculaire. Ce hypoxic burden a aussi été étudié par d'autres cohortes, notamment cohorte des Pays de la Loire, avec le professeur Trépizour et le professeur Gagnazou. Vous voyez, plus de 5000 personnes. Alors cette fois-ci, c'est une population clinique, ce n'est pas une population prise au hasard dans une population générale. Et ces personnes-là ont eu effectivement une polygraphie ou polysomnographie avec un âge moyen de 60 ans. Le hypoxic burden a été mesuré et on voit de nouveau ici que ceux qui ont plus de 30 ou même plus de 71 sont nettement plus à risque d'événements cardiovasculaires ou de mortalité de toute cause dans cette étude, même si ces statistiques ont été normalisées pour tous les autres facteurs de risque cardiovasculaire. Dans la même cohorte, Margot Blanchard s'est intéressée à la survenue d'AVC, de stroke, et ils ont regardé lequel de ces marqueurs était le plus fortement lié à cette augmentation du risque de stroke, et c'était clairement le hypoxic burden. Donc si on prend le modèle complètement ajusté pour les autres facteurs de risque cardiovasculaire, c'était clairement le hypoxic burden qui était le plus significativement associé à la survenue d'AVC, 1,28, ou à la fréquence ou le pourcentage du temps passé en dessous de 90%, qui était aussi lié. Par contre, l'IH, vous voyez que ça n'était pas significatif. L'indice de micro-réveil non plus, et l'indice de désaturation de 3% non plus. Le deuxième de ces marqueurs, c'était ce delta heart rate. Donc le delta heart rate correspond à la différence entre la fréquence cardiaque maximale après la réouverture des voies aériennes suite à une apnée ou une hypopnée, donc une décharge sympathique, en comparaison avec la fréquence cardiaque minimale pendant l'événement. Quand vous avez une apnée qui se prolonge, vous avez plutôt une activation parasympathique qui va freiner la fréquence cardiaque. Donc, l'augmentation de la fréquence cardiaque est considérée comme le delta heart rate. Je vous montre des exemples. Donc, vous avez ici, pendant l'apnée, une fréquence relativement basse, et à la fin, ça augmente légèrement ici, mais beaucoup plus ici et ici. Et donc, vous faites la moyenne de ces différences de fréquence cardiaque, et vous avez le delta heart rate de votre patient. Ça a aussi été développé par l'équipe de Boston. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a une relation qui n'est pas linéaire, mais plutôt une relation en U. Donc les personnes qui ont extrêmement peu de réactivité suite à ces événements sont à plus haut risque, et ceux qui ont une réaction excessive en termes de fréquence cardiaque sont également à plus haut risque, en comparaison avec l'équation de Framingham, mais aussi par rapport à des marqueurs d'insuffisance cardiaque, comme le NT-proBNP. Alors pourquoi cette relation en U? Il y a pas mal de discussions, mais probablement que les personnes qui ont une très faible réactivité, c'est des gens qui ont déjà une maladie cardiovasculaire sous-jacente et qui n'arrivent même plus à accélérer leur fréquence cardiaque malgré le stress d'une apnée. Donc probablement des gens qui ont déjà une morbidité cardiovasculaire à gauche, et à droite, c'est plutôt les gens qui surréagissent, qui ont une réaction autonomique excessive, qui va petit à petit altérer leur système cardiovasculaire. Et c'est ce qu'on voit aussi en termes de survenue d'événements cardiovasculaires. Et vous voyez ici que ceux qui s'en tirent le mieux, c'est ceux qui ont une réactivité relativement faible ou modérée. Ceux qui ont une réactivité trop faible sont à plus haut risque, et ceux qui ont une réactivité excessive, ici en rouge orange, c'est ceux qui sont à plus haut risque pour développer des maladies cardiovasculaires avec le temps. Quand on regarde les chiffres, alors si vous avez plus de 15 apnées par heure
et que vous êtes plutôt élevé avec votre delta heart rate, vous voyez que vous avez pratiquement 2 fois plus de risque d'avoir une mortalité cardiovasculaire ou un événement 70% de plus de risque, de hazard ratio, d'avoir un événement cardiovasculaire. Si vous prenez les apnées plus sévères, ça augmente pratiquement à 3 pour ceux qui ont un delta heart rate élevé, et on est à peu près à 2 fois plus de risque pour ceux qui ont un delta heart rate bas. Et si vous le combinez avec un hypoxic burden élevé, vous voyez que les chiffres sont encore plus hauts. Le troisième de ces marqueurs, donc c'est le pulse wave amplitude drop, qui est basé sur la photoplétismographie, donc qui est l'atténuation de la lumière rouge et infrarouge au travers de votre doigt, de votre oreille, quand vous faites une oxymétrie de pouls. Donc vous avez ce signal qui arrive à vous donner le pouls, et de temps en temps ce signal s'atténue quand vous avez une vasoconstriction, puisque vous avez moins de sang pulsatile au niveau du doigt. Et ce qu'on appelle ce pulse wave amplitude drop reflète la vasoconstriction périphérique résultant d'une activation sympathique. Donc ça vous donne ces activations sympathiques qui surviennent, alors typiquement à la fin d'apnée du sommeil, mais ça peut aussi survenir suite à un mouvement de jambe, suite à un petit bruit dans la chambre. Donc certains sont liés aux apnées, mais c'est plutôt une minorité. Il y en a beaucoup d'autres qui sont liés simplement à d'autres événements externes ou internes au corps. On s'est aperçu que certaines personnes avaient beaucoup de ces variations et d'autres beaucoup moins. Et on a mesuré ce taux moyen par heure au cours du sommeil. Et vous voyez que dans une population générale, c'est relativement élevé, 51 par heure. Dans une population clinique comme celle des Pays de la Loire, cette cohorte dont je vous ai parlé tout à l'heure, on est un petit peu plus bas. Et quand on a une cohorte qui a déjà une maladie cardiovasculaire, comme la cohorte Isaac, on est encore beaucoup plus bas à 39. Et ça nous a dit, mais c'est étonnant. C'est étonnant, peut-être que ceux qui ont une faible réactivité vasculaire, c'est des gens qui ont déjà, qui sont plus à risque de maladie cardiovasculaire. Alors, on a repris la cohorte Ipnelos, on a d'abord regardé l'IH seul. Est-ce que l'IH seul permet de distinguer ceux qui vont développer dans les 10 ans qui suivent une maladie cardiovasculaire ou non, de cette population générale? Et on voit qu'il y a une petite différence, mais qu'elle n'est pas significative. Par contre, si on ajoute ce PWAD index, donc cette réactivité au niveau vasculaire et autonomique, on voit que si on prend des gens, une population spécifique qui a plus de 15 apnées par heure et une faible variation de cette amplitude d'onde de pouls, c'est des gens qui sont beaucoup plus à risque que tous les autres de développer une maladie cardiovasculaire dans les 10 ans qui suivent, plus que ceux qui n'ont pas d'apnée et ceux qui ont encore une réactivité conservée au niveau vasculaire. Le même phénomène a été observé aussi dans les Pays de la Loire. Vous voyez exactement le même phénomène. Ceux qui ont les apnées du sommeil et une faible variation de l'amplitude d'onde de pouls sont beaucoup plus à risque de développer une maladie cardiovasculaire que ceux qui ont soit l'un soit l'autre ou ni apnée et qui conservent une bonne réactivité au niveau vasculaire et autonome. Même chose aussi dans la cohorte Isaac. Vous voyez, encore une fois, que c'est au niveau de la prévention secondaire chez les patients qui ont déjà une maladie cardiovasculaire. On a aussi un plus haut risque de récidive de maladie cardiovasculaire chez ceux qui ont un PWAD bas et les apnées du sommeil. Pourquoi? Alors on pense que ça peut être dû à une dysfonction endothéliale. On sait que les personnes qui souffrent d'apnée du sommeil ont un stress hypoxique qui peut altérer la fonction endothéliale. C'est aussi possible que la surstimulation des barorécepteurs, avec des apnées qui peuvent survenir plusieurs centaines de fois par nuit, avec chaque fois les barorécepteurs qui doivent intervenir pour faire rebaisser la tension artérielle, c'est possible qu'on altère pour finir la fonction des barorécepteurs, ce qui augmente aussi le risque cardiovasculaire. Donc, 3 hypothèses, soit une altération du système nerveux autonome, soit une altération de la fonction endothéliale, ou éventuellement une stimulation autonomique sympathique telle qu'on ne peut plus faire des vasoconstrictions supplémentaires, et ça peut aussi être une hypothèse pour expliquer cette faible variation de l'amplitude d'onde de pouls chez ceux qui sont plus à risque de maladies cardiovasculaires. Alors maintenant, le plus important, en ce qui me concerne, c'est quels marqueurs permettent de prédire la réponse au traitement en termes de réduction du risque cardiovasculaire sous PPC. Certains auteurs ont repris la cohorte Isaac, donc cet essai randomisé contrôlé post-infarctus entre PPC versus traitement habituel. Comme vous le savez tous, dans la population globale, il n'y avait pas de différence entre la PPC et le traitement habituel.
Chez ceux qui ont une faible charge hypoxique, il n'y avait pas de différence non plus, mais par contre, quand on sélectionne une population qui a des apnées plus sévères, avec une charge hypoxique plus importante, vous avez une réduction de l'incidence ou de la réapparition d'événements cardiovasculaires chez ceux qui sont traités par PPC par rapport à ceux qui ne le sont pas. Donc, intéressant pour sélectionner des populations de potentiels répondeurs. Deuxième étude, dans l'étude RICADSA, donc c'était aussi une étude après une revascularisation coronarienne, donc des gens qui ont déjà une maladie cardiovasculaire, de nouveau randomisation PPC versus non PPC, pas de différence dans la population globale, pas de différence si on prend des gens qui ont un delta heart rate bas. Par contre, chez ceux qui ont un delta heart rate plus élevé, alors ici c'était 6 battements par minute, plus grand que 6 battements par minute, vous voyez que vous avez ici une réduction du risque cardiovasculaire, de récurrence d'événements cardiovasculaires sous PPC par rapport à ceux qui ne sont pas traités. Est-ce qu'on devrait combiner ces marqueurs? Parce que pour finir, chaque étude s'intéresse à un seul de ces marqueurs, mais potentiellement la combinaison serait meilleure. Donc on a regardé ça dans Hypnolos et on a pris alors moins de deux marqueurs, un delta heart rate élevé, un hypoxic burden élevé ou un PWAD abaissé. Et on voit que par rapport à ceux qui ont moins de deux critères de sévérité, par rapport à ces marqueurs, ceux qui ont les trois sont bien sûr bien plus à risque que ceux qui en ont que deux. Mais c'est intéressant de voir qu'on arrive vraiment à stratifier la population par rapport au risque cardiovasculaire. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ces marqueurs probablement identifient des phénomènes physiologiques différents les uns des autres. Donc, vous avez par exemple le hypoxic burden. Alors, on le sait, c'est probablement un reflet peut-être plus subtil, plus précis de la sévérité des apnées. Donc, il y a une forte corrélation avec l'index d'apnée-hypopnée, le T90, l'index de désaturation d'oxygène et l'index de micro-réveil, puisqu'on va rechercher ces hypoxic burden juste après les événements cardiovasculaires. Par contre, le PWAD n'est associé à rien du tout à part à lui-même. Donc, probablement qu'on mesure quelque chose de différent des autres marqueurs, de l'IAH notamment. Et puis, le delta heart rate non plus n'est pas associé aux autres marqueurs. Donc, probablement qu'on mesure aussi quelque chose de purement autonomique, de manière assez spécifique chez les patients apnéiques. Une étude a combiné justement le hypoxic burden et puis donc la réponse à la PPC en termes de hypoxic burden et le delta heart rate de base. Et vous voyez ici, ils ont regardé la réduction de la pression artérielle systolique en fonction de ces critères-là. Et ce qu'on voit, c'est que d'habitude, comme on l'avait dit tout à l'heure, la PPC permet de réduire à peu près de 2-3 mm de mercure la tension artérielle. Et ici, on voit qu'on arrive à 10,2 mm de mercure dans une population spécifique qui avait initialement une réactivité augmentée ou même excessive, si on se base sur le delta heart rate, et qui ont une forte réponse en termes de réduction du hypoxic burden, de la charge hypoxique sous PPC. Donc, si vous réduisez votre charge hypoxique et que vous avez un delta heart rate qui est élevé à la base, vous avez beaucoup plus de chances de réduire votre tension artérielle sous PPC, ce qui est intéressant. Cette étude relativement récente aussi de l'équipe de Boston où ils ont combiné aussi le hypoxic burden et le delta heart rate. Donc, ils ont pris tous les trois essais randomisés contrôlés, SAVE, ISAC et RICADSA, et ils ont pris des critères de sévérité, soit un hypoxic burden à plus de 87, soit une réponse autonomique élevée avec plus de 9,4 battements par minute de réponse aux événements cardiovasculaires, aux événements respiratoires. Et ils ont regardé l'effet de la PPC dans ces populations-là. Donc, comme toujours, que ce soit toute la population ou la population non somnolente, vous n'avez pas de bénéfice quand on prend la population en entier. Si vous prenez les hauts risques, vous voyez que vous avez une meilleure évolution de ceux qui sont sous PPC par rapport à ceux qui ne le sont pas. Et c'est apparemment l'inverse chez ceux qui sont à bas risque. Et quand on regarde les chiffres, c'est assez parlant. Donc, vous voyez que ceux qui sont à haut risque, définis selon ces nouveaux critères, on a une réduction d'à peu près 24% de la population, du risque cardiovasculaire. Et par contre, si vous prenez ceux qui sont à bas risque et que vous les traitez quand même par PPC, alors dans cette cohorte, on pourra discuter de ce qu'il faut faire de ces chiffres. Vous voyez que vous avez plutôt une augmentation de la mortalité, ce qui était vraiment une surprise pour la communauté qui regardait ces résultats. Ensuite, si on regarde ceux qui l'utilisent et ceux qui n'utilisent pas la PPC, alors ceux qui l'utilisent, vous avez un déclin de risque d'à peu près 30% environ,
Par contre, ceux qui ne l'utilisent pas, il y a potentiellement une augmentation du risque dans ceux qui ont un bas risque de, de, de répondre au traitement par PPC. Donc des résultats un petit peu étonnants. Je pense que surtout la partie augmentation du risque, il faut la prendre avec des pincettes, puisque on sait que par exemple le delta heart rate, dans la partie basse, on sait qu'on a plus de risques cardiovasculaires, et c'est peut-être simplement reflété par ceci, puisque c'est souvent des gens qui ont déjà une maladie cardiovasculaire sous-jacente et qui n'arrivent plus à augmenter leur fréquence cardiaque. Donc potentiellement qu'on a un biais de ce côté-là. Et on sait aussi que ces populations de ces essais randomisés contrôlés sont très spécifiques et ne correspondent pas aux patients qu'on voit la plupart du temps dans nos consultations. Je sais que dans la cohorte des Pays de la Loire, c'est un papier qui a été soumis récemment, il n'y a pas d'effet délétère de la PPC chez les gens qui sont à bas risque selon les mêmes critères. Et voilà, on attend encore que ce soit publié. Mais donc, on remet un petit peu en question cette notion d'augmentation du risque qui n'est encore pas tout à fait claire. Voilà, donc en conclusion, on peut dire que de nombreux patients avec apnée du sommeil ne sont pas symptomatiques et chez eux, il n'est pas clair s'il faut vraiment les traiter ou non par PPC, d'où la nécessité d'avoir des marqueurs plus subtils, plus discriminatifs que l'IH seul. Parmi ces nouveaux marqueurs, alors, il y a ceux qui s'intéressent à l'activation du système nerveux autonome, notamment le delta heart rate, à l'hypoxie nocturne, qui est un reflet de la sévérité des apnées, ou à la rigidité vasculaire et à la réponse autonomique. Donc, par exemple, si vous avez un patient avec une haute charge hypoxique et un haut delta heart rate, potentiellement, il faudrait un peu plus, faudrait avoir insisté un peu plus pour le traiter. Par contre, on a un gros problème actuellement avec ces marqueurs, c'est qu'ils vont varier énormément en fonction du type d'enregistreur que vous utilisez et en fonction de l'algorithme qui est utilisé pour les définir. Et si vous prenez un enregistrement ou un autre, vous ne pouvez pas utiliser le même seuil. Si vous prenez une population et une autre, pendant qu'on ne peut pas utiliser le même seuil, d'où justement ce manque d'uniformisation pour l'instant et de recommandations cliniques pour utiliser ces seuils. Donc on a besoin de plus d'études déjà pour confirmer ce qui a été trouvé par ces quelques études. Et on a aussi besoin d'un consortium de tous ceux qui font de la recherche dans ce domaine-là, avec les fabricants d'enregistreurs de sommeil, pour essayer de trouver des normes, pour essayer de trouver une manière de calculer ces indices, ces marqueurs, de manière universelle, pour qu'on puisse comparer une étude à l'autre et qu'on puisse enfin donner des recommandations cliniques par rapport à cela. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci, professeur Enzer, pour cette présentation exhaustive. Alors, on va passer aux questions pour libérer M. Raphaël. Question, M. Ibrahim. Je ne vous entends pas très bien. Alors, on va commencer les questions pour vous libérer, pour ne pas vous retenir encore une. Bonjour Raphaël. Une question, si tu dois, je dirais, classer la sévérité, qu'est-ce que tu mettrais entre la somnolence et les facteurs de risque cardiovasculaire comme la charge hypoxique et autres? Qu'est-ce que tu mettrais en premier, en deuxième et en troisième? Très bonne question, merci beaucoup. Donc, pour moi, l'indication principale au traitement, ça reste les symptômes et en particulier la somnolence. On sait aussi que les personnes qui ont une somnolence et des apnées du sommeil ont probablement une maladie plus sévère que ceux qui n'ont pas de somnolence. Donc, je mettrais vraiment en premier la somnolence. Ensuite, en termes de qualité des études dont on dispose actuellement, je dirais que c'est avant tout quand même la charge hypoxique qui a pu montrer un certain effet. Mais de nouveau, entre un algorithme et un autre, on peut avoir des charges hypoxiques totalement différentes. Chez le même patient mesuré par deux appareils différents, ça peut être il peut y avoir des résultats qui vont vraiment varier énormément. Donc, on doit encore un peu se méfier de ces charges hypoxiques, mais je dirais avant tous les symptômes, clairement, on veut que nos patients aillent mieux. Donc, c'est vraiment ça le but principal. Chez ceux qui ne sont pas symptomatiques, c'est là où il faut qu'on s'améliore et qu'on utilise ces nouveaux marqueurs. Mais charge hypoxique, je mettrai en premier, delta heart rate, PWAD. Il y a encore des études qui sont en cours, donc on va voir exactement quelle est la place. Mais je pense que la combinaison de ces marqueurs sera vraiment la clé du succès après avoir standardisé la manière de les mesurer. Merci, Dr Enzer, pour votre excellente présentation, à la fois enrichissante et inspirante. On sait très bien qu'un patient qui présente un syndrome d'apnée de sommeil
a 2 fois plus, comme vous avez dit, le risque de faire un événement cardiovasculaire sévère et 3 fois plus de décédés de cause cardiaque. Alors, ma question était, est-il possible de prédire ce risque cardiovasculaire avec les nouveaux marqueurs de syndrome d'apnée de sommeil? Maintenant, vous avez répondu à cette question. J'aimerais bien vous demander, est-ce qu'il y a une place à la NT-proNB? Parce que quand on voit dans la littérature, on voit qu'il y a une place pour le BNP et le NT-proNB. Merci. Alors oui, très intéressant comme question. Donc le NT-proBNP qui sera surtout un marqueur d'insuffisance cardiaque ou de surpression, en tout cas au niveau des cavités gauche ou droite, pardon. Et donc peut-être, j'ai pas vu beaucoup d'études sur le NT-proBNP. On a vu que le delta heart rate, par exemple, avait une relation en U aussi entre le NT-proBNP et le delta heart rate. Donc ceux qui ont un delta heart rate très bas ou très élevé ont aussi un NT-proBNP plus élevé. Donc potentiellement il y a un lien. Donc, ça vous donne plutôt raison. Par contre, j'ai pas vu beaucoup d'études. Peut-être que vous en avez en tête sur ce lien direct. Merci pour votre présentation, Dr Henzel. Ma question concernant les seuils pathologiques pour déterminer justement par rapport à l'utilisation des marqueurs, que ce soit la variation de la fréquence cardiaque, la charge hypoxique ou bien le PWAD. Alors, si on arrive à ajuster le logiciel, alors qu'en est-il des patients qui sont sous bêta-bloquants? Comment peut-on remédier à ce souci de détermination de seuil? Merci. Oui. Alors, je pense que le bêta-bloquant aura surtout un effet sur le delta heart rate. Là, on risque d'avoir moins d'accélération. Par contre, pour le PWAD, qui est vraiment un phénomène périphérique vasculaire, c'est plutôt les récepteurs alpha à ce niveau-là. Donc, on a regardé dans plusieurs cohortes si ceux qui avaient des bêta-bloqueurs avaient en moyenne moins de ces PWAD, et ce n'était pas le cas. Donc, le delta heart rate peut être affecté par les bêta-bloquants, plutôt pas le PWAD. S'il vous plaît, dans le même ordre de questions, concernant les patients avec arythmie complète par fibrillation auriculaire, qu'en est-il de ces marqueurs-là? Est-ce qu'ils sont toujours fidèles ou pas en cas de fibrillation atriale? En cas de fibrillation auriculaire. Alors là, c'est clair que pour le delta heart rate et PWAD. Donc, chez les patients avec une fibrillation auriculaire, c'est juste? Exact, oui. Oui. Alors là, clairement, le delta heart rate sera pas interprétable. Le PWAD, on n'a pas eu beaucoup de cas pour l'instant avec des fibrillations auriculaires, mais là, je pense que la fibrillation auriculaire en soi est déjà un signe de maladie cardiovasculaire assez important. Il y a quelques études qui avaient montré que la récidive de fibrillation auriculaire était plus importante chez les patients avec l'apnée du sommeil, une fois qu'ils ont été cardioversés, par rapport à ceux qui n'avaient pas d'apnée du sommeil. Certaines études ont contredit cette affirmation. Personnellement, j'aurais plutôt tendance à les traiter quand même, les patients qui ont une fibrillation auriculaire chez qui on a réussi à faire une cardioversion, parce que logiquement, disons, quand on pense à la physiologie des apnées du sommeil, on se dit comme que ces décharges sympathiques répétées devraient favoriser le retour en fibrillation auriculaire. Mais pour votre question spécifique, l'interprétation de ces marqueurs sera très très difficile. Le hypoxic burden, je pense qu'il est tout à fait interprétable. Le PWAD, je ne sais pas. Il pourrait l'être, que c'est clairement plutôt une sorte de vasoréactivité, mais le delta heart rate clairement ne sera pas interprétable. Vous avez tout à fait raison. Merci professeur Henzer. J'ai une question concernant le delta heart rate. Est-ce que c'est l'équivalent de la variabilité sinusale qu'on voit sur le Holter, c'est-à-dire l'écart type de fréquence cardiaque durant les 24 heures? Est-ce que c'est la même chose? Parce que ça reflète aussi la balance sympathique et parasympathique. Et s'il est bas, ça reflète qu'il y a un risque de mort subite, surtout chez les patients dans le post-infarctus, comme a été fait dans l'étude ISAC en prévention secondaire. Et si c'est le cas, est-ce que ce paramètre, s'il a été utilisé dans l'étude ISAC, aurait montré un facteur discriminant déterminant les patients à très haut risque que de remettre des résultats négatifs? Moi aussi. Oui, très intéressant. La grande différence entre
HRV, Heart Rate Variability, où effectivement on a des rapports haute fréquence, basse fréquence qui peuvent suggérer plutôt une prédominance sympathique, parasympathique, aussi RMSSD, enfin différents autres marqueurs qui peuvent être vraiment intéressants. Là, on se focalise vraiment dans une fenêtre de recherche à la fin des événements respiratoires. Donc, après une apnée, à la fin d'une hypopnée, on a une fenêtre de quelques secondes où on va étudier justement cette augmentation de la fréquence cardiaque. Donc, c'est quelque chose de quand même relativement spécifique aux apnées du sommeil, ce qui n'est pas le cas donc, quand on prend justement ces index de variabilité cardiaque sur toute la nuit. Parce que les deux ont leur place. Il y avait pas mal d'études qui ont montré, on avait fait une sur Hypnolos aussi, on voyait que certains paramètres de fractalité notamment permettaient de prédire la survenue d'événements cardiovasculaires. Donc je pense que les deux sont intéressants, mais plutôt complémentaires, puisque le delta heart rate, c'est vraiment l'impact au niveau autonomique des événements respiratoires, alors que les autres paramètres de HRV, c'est vraiment sur toute la nuit. Alors, bien sûr que les apnées du sommeil sur un Holter vont provoquer plutôt une augmentation de la variabilité cardiaque qui peut être perçue comme quelque chose de positif, mais en fait, les apnées du sommeil sont comme quelque chose d'un petit peu artificiel qui peut même perturber l'interprétation de la heart rate variability en général. Donc, si on traite les patients par PPC, certains paramètres venir s'altèrent parce qu'il y a moins de variabilité cardiaque puisqu'on a moins d'apnée du sommeil. Et quand on les remet sous PPC, ces paramètres-là diminuent, donc ça peut être une moins bonne réponse cardiaque, ce qui peut être traître. Donc je pense qu'il faut faire assez attention à l'interprétation de l'évolution de ces marqueurs de HRV entre quelqu'un de traité et non traité, puisque les apnées vont artificiellement augmenter cette variabilité. Dernière question dans l'assistance. Merci beaucoup, Raphaël Ezelger. C'est un plaisir de vous écouter. Donc, vraiment, c'était une excellente présentation avec beaucoup de data. Donc, on vous remercie encore une fois et on se donne rendez-vous peut-être avec les amis la prochaine événement. Donc, merci beaucoup encore une fois. La discussion est passionnante. Donc, merci beaucoup pour l'invitation. Bonne fin de congrès. Merci.